Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part dans lequel aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Marie-Liesse. Bonjour Marie-Liesse. Bonjour Thérèse. Alors Marie-Liesse, tu es monitrice Billings et tu vas parler avec nous aujourd'hui du cycle féminin et de plein d'autres choses très intéressantes. Donc mesdames et messieurs aussi d'ailleurs, si ça vous intéresse pour mieux connaître les femmes, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Marie-Liesse va nous apprendre plein de choses sur tous ces sujets-là, sur notre fonctionnement, nos hormones, l'impact que ça peut avoir dans notre vie quotidienne. On est un peu dans un monde qui efface, j'allais dire, le cycle féminin, notamment avec la pilule. Donc il est vraiment important de nous réapproprier notre corps et son fonctionnement. Mais du coup, sans plus attendre, et avant de commencer, surtout Marie-Liesse, je veux bien que tu te présentes pour que les auditrices et les auditeurs puissent mieux te situer et savoir qui tu es. Alors effectivement, tu vois, moi je suis donc monitrice Billings depuis 7 ans maintenant. On a accompagné une cinquantaine de couples par an avec mon mari quand on était en région parisienne. Ici à Tours, on accueille beaucoup moins de monde. Mais du coup, j'ai développé en parallèle mon travail vraiment qui me permet d'accompagner les femmes en se basant sur leur cycle et en ajoutant bien sûr des plantes, puisque moi voilà, je suis phyto-aromathérapeute maintenant. Et en fait, tout mon travail se base sur le cycle féminin. Et c'est pour ça que je suis tellement attachée à la connaissance du cycle, parce que je me suis rendu compte... moi je suis d'un milieu où mes parents nous parlaient très facilement du cycle, etc. Donc j'ai été un peu baignée dedans depuis mon enfance. Et j'ai découvert grâce à mon travail qu'en fait les femmes ne connaissaient pas leur cycle. Et que le fait de le découvrir changeait complètement même leur vie, déjà leur vision de leur propre corps, leur vision du quotidien et même voilà, leur vision de la vie, vraiment. Et donc c'est pour ça que je suis avec toi aujourd'hui pour pouvoir en parler et pour que ce message continue à passer. Alors c'est vrai que ça va être... je pense qu'on va tout en parler en long, en large et en travers, mais je voulais juste prévenir avant les auditrices que voilà, on n'est pas là pour faire du voyeurisme ou pour... se dire allez, on est des gens ouverts, alors on va parler de sexualité, de cycle féminin ou je ne sais quoi. Non, là le but c'est vraiment de mieux se connaître. Comme tu le dis, ça a vraiment un impact sur les femmes de mieux se connaître, voilà, être peut-être mieux dans sa peau, être plus efficace au quotidien, mieux comprendre ou mieux contrôler nos émotions, nos réactions, etc. À l'heure actuelle, on parle énormément du corps, de contraception, comment dire, on essaye un petit peu d'être très libéral, j'allais dire, à ce sujet. Et le but, c'est de donner plein d'infos d'une façon très crue, etc. Et finalement, on se rend compte que peut-être que, j'allais dire, les vraies informations, les vraies, voilà, notamment sur le cycle, en fait, on ne les a pas. Comme je le disais avec la pilule, il y a un petit peu tout qui est gommé, qui est mis sur pied d'égalité et finalement les femmes sont un peu plates, mais dans le sens où voilà, il y a plus cette espèce de cycle, de creux de la vague, de remontée, etc. Et tout est un peu encéphalogramme plat, ce qui n'aide pas, j'allais dire, à nous connecter aussi à notre féminité. Alors peut-être que pour commencer, tu pourrais nous réexpliquer à tout le monde, présenter le cycle féminin, j'allais dire, de façon vraiment voilà, simple, qu'on revoit un petit peu les basiques, parce que j'allais dire, on a tout un peu parfois, quand on ne connaît pas bien ces sujets, on a un peu des idées préconçues, et on se dit par exemple les 14 jours avant l'ovulation, c'est forcément chez toutes les femmes, ou voilà, non, donc il y a un cycle différent pour chaque femme, mais peut-être voilà, revoir un petit peu l'ensemble, ce qui se passe dans le corps de la femme, pourquoi, quelles sont les hormones qui sont liées, et puis voilà, on parlera peut-être un peu plus tard de l'impact que ça a sur notre quotidien, mais déjà d'un point de vue, j'allais dire, scientifique, qu'est-ce qui se passe dans notre corps pendant notre cycle? Et bien exactement, tu vois, moi donc j'ai fait 3 ans d'école d'infirmière et pendant ces 3 ans-là, on ne nous a jamais expliqué vraiment ce que voulait dire le cycle et ce qui se cachait derrière le cycle. Et c'est très intéressant ce que tu as dit parce qu'il faut déconstruire le mythe du cycle des femmes qui rentrent en 28 jours, l'ovulation qui est le 14e jour, etc. La femme, c'est bien plus que ça et ça, on va le voir juste après, effectivement, l'impact de l'extérieur est très important dans notre propre cycle. En fait, le cycle est lancé par l'hypophyse, qui est donc une glande au niveau du cerveau, et c'est elle qui va être le maître d'orchestre de tout ce cycle.
Ainsi, en première partie de cycle, donc on va commencer à la fin des règles, hein. Donc une fois que le cycle se lance, on va dire, pour partir sur une nouvelle possibilité, soit d'avoir un enfant, soit de se lancer dans un beau cycle entier, et ben c'est la FSH et la LH qui vont être sécrétées par cette hypophyse. Qu'est-ce que vont faire ces deux hormones? Ces deux hormones, elles vont permettre la sécrétion en fait de petites hormones qui vont faire maturer les follicules. Les follicules, c'est ce qui est dans nos ovaires et qui va permettre de devenir des ovules qui ensuite vont être éjectés. Donc la FSH va travailler sur la maturation de ces ovocytes et la LH va déclencher l'ovulation une fois que la FSH aura envoyé au cerveau l'information que les ovocytes sont suffisamment mûrs. Donc on voit que c'est quelque chose qui vient d'abord du cerveau, et ça c'est quand même très intéressant de le comprendre. C'est-à-dire que tout ce que va enregistrer notre cerveau aura un impact sur notre cycle. Cette période-là, elle peut donc être complètement aléatoire. Si le cerveau dit, eh ben, il faut lancer vite une ovulation, on pourra avoir un temps très très court et se lancer directement sur une période féconde après les règles. Ou à l'inverse, si le cerveau dit que ce n'est pas du tout le moment de lancer une ovulation, on peut avoir un pré-ovulatoire et une période féconde qui vont être très très décalés dans le cycle. Et ainsi, des fois, je suis à J30 de mon cycle, je ne comprends pas, je devrais avoir mes règles. Si elles ont ovulé il y a seulement 5 jours, il est tout à fait concevable que les règles n'arrivent pas tout de suite. Hein. Donc, première partie de cycle, préovulatoire, période féconde, on a la FSH et la LH qui vont travailler dans notre organisme. Ensuite, c'est même pas ensuite, c'est en parallèle, vous avez les œstrogènes qui vont être, donc ce sont ces petites hormones-là qui sont sécrétées grâce à la FSH, qui vont faire maturer notamment nos ovules et qui vont avoir un bel effet aussi, c'est qu'elles vont travailler sur la fertilité en tant que telle de la femme, notamment au changement que ça va opérer au niveau de la glaire cervicale. La glaire cervicale, donc c'est un mucus qui est sécrété par le col au niveau donc juste en dessous de l'utérus et qui va en fait être la clé de la fertilité de la femme. Cette clé, elle est facile à repérer parce qu'on va la sentir, on va la voir et loin d'être quelque chose de peu agréable, etc. C'est vraiment la clé et donc une très belle force de la femme et ça lui permet de savoir exactement où elle est dans son cycle. Ainsi, tant que les œstrogènes ne sont pas montés à un niveau suffisant, il n'y aura pas de glaire. Et une fois que les œstrogènes et donc que l'ovulation n'est pas très loin, cette glaire va rentrer en jeu et permettre notamment aux spermatozoïdes après d'atteindre plus rapidement l'utérus, puis l'ovule qui atteindra au niveau des trompes. Donc cette glaire, elle est centrale dans la fertilité de la femme. Une fois que les œstrogènes ont fini de faire le travail, que l'ovule a été éjecté et que ça y est, en fait, la période féconde se termine, c'est la progestérone qui va prendre le relais. Cette progestérone, elle est sécrétée par le corps jaune. Le corps jaune, c'est la petite cicatrice dans l'ovaire qui est due à l'émission de l'ovule. Cette progestérone, elle va avoir pour effet de protéger en fait une potentielle vie, même si le corps sait pertinemment qu'il n'y a pas de grossesse possible. En fait, la nature est ainsi faite. Et donc, elle va fermer le col de l'utérus pour rendre impropre une potentielle fécondation, mais aussi pour protéger l'utérus de potentielles maladies, etc. Et cette progestérone va permettre à l'utérus de bien se préparer pour recevoir un embryon possible. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à noter. C'est que les œstrogènes vont poser la fondation de notre endomètre. L'endomètre, c'est ce qui va se décrocher ensuite, c'est ce qu'on verra pendant quand on aura nos règles. Donc cet endomètre va être positionné par les œstrogènes, donc en préovulatoire, période féconde. Une fois que l'ovulation est passée, en fait, le corps va se dépêcher de maximiser les chances qu'une vie puisse apparaître et du coup va rendre cet endomètre le plus utile à une nidation, le mieux dans le meilleur état, pardon. Et donc elle va vraiment travailler sur ses fondations. On va dire qu'elle va finir la maison et qu'elle va faire la déco de cette maison pour que tout se mette bien et que si un embryon vient à arriver,
ils puissent se nider dans des belles conditions. Donc chaque hormone en fait a vraiment son propre travail et c'est ça qui est assez bluffant, c'est que c'est une horlogerie très minutée. Le corps jaune, donc qui va sécréter notre progestérone, a une durée de vie limitée parce qu'en fait il sécrète cette progestérone en se rétractant et donc on ne peut pas avoir un post-ovulatoire qui va durer des jours et des jours. Si on veut un post-ovulatoire qui ne soit pas, qui soit voilà, de belle composition, il faut qu'il dure 11 et 16 jours. Au-dessus de 16 jours, si les règles n'arrivent pas, on sait qu'il y a sûrement un petit bébé qui est arrivé, ou certains cas de pathologie, mais c'est très rare. Voilà. En dessous de 11 jours, on sait qu'il va y avoir un déficit sûrement en progestérone, et ça c'est toujours intéressant, du coup, notamment de savoir s'observer pour pouvoir détecter ces toutes petites choses-là, parce que le cycle, en fait, nous donne énormément d'informations sur là où on en est dans notre corps. Voilà, nous faire comprendre que le corps là a besoin de plus de temps, que le corps est stressé par exemple, ou que le corps est épuisé. Voilà, toutes ces informations-là, on peut les lire dans notre cycle, et c'est ça qui va être très très intéressant et une belle force. Une fois que la progestérone a fait son travail, que l'endomètre est très beau, etc., s'il n'y a pas de nidation, l'endomètre va tout simplement se décrocher et c'est là qu'on aura l'apparition de nos règles. Pour cela, notamment le col de l'utérus va se rouvrir, on avait vu qu'il s'était fermé juste après l'ovulation. C'est pour ça que certaines femmes vont pouvoir sentir une humidité à nouveau juste avant les règles. Ce n'est pas du tout une deuxième ovulation qui arriverait juste avant les règles, c'est bien tout simplement le col de l'utérus qui s'ouvre et donc le bouchon qui est muqueux qui pouvait vraiment rendre perméable cet utérus va se déliter et va donner cette impression de sensation très humide. Mais en fait, c'est tout simplement pour vous annoncer en avance que vous allez avoir vos règles d'ici 1 ou 2 jours. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment une très belle mécanique qu'il faut vraiment comprendre et qu'il faut comprendre en dehors des dictates qu'on nous demande d'avoir où on voudrait que les femmes aient des cycles de jours, que l'ovulation soit toujours régulière. Non, en fait, ce n'est pas ça une vraie femme. Une vraie femme, en fait, elle vit son cycle comme elle vit sa vie. Et donc, quand ça va moins bien, les cycles sont moins bien, sont moins beaux, etc. Mais quand ça va bien, on peut avoir des beaux cycles, etc. Voilà pour une... On pourrait en parler pendant des heures, mais je pense que déjà vous avez quelques clés. Mais c'est super intéressant de voir justement combien le corps est beau, tout simplement, et bien fait, que la nature est bien faite. Donc merci pour tous ces rappels. Et dans ce que tu dis aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on comprend vraiment chaque phase, on peut certainement, quand on a des problèmes de fertilité notamment, je pense, on peut mieux identifier quel est le potentiel problème ou qu'est-ce qui ne va pas, etc. Parce que voilà, on connaît bien son corps. Alors il y a 2 choses dont je voudrais qu'on parle maintenant. Tu as parlé un petit peu de l'influence de l'extérieur, du contexte, de ce qui se passe dans nos vies, de l'éventuel stress ou de la fatigue, etc. Donc de l'impact que ça peut avoir sur notre cycle. Mais je voudrais déjà parler, dans le sens contraire, de l'impact de notre cycle sur l'extérieur, j'allais dire, sur notre comportement, sur notre forme, sur la façon dont on va se sentir, sur nos émotions. Je sais qu'il y a des femmes qui ont un cycle plutôt, j'allais dire, calme, qui ne va pas trop être en dents de scie, elles vont rien ressentir de spécial pendant toutes les phases, et au contraire, il y a des femmes vraiment qui vont avoir un gros boost de confiance en elles en première partie, qui vont être hyper créatives, hyper énergiques, et en deuxième partie, voilà, qui vont être très déprimées, voire avec des pensées suicidaires, qui vont avoir mal à la poitrine ou mal au ventre ou ailleurs. Donc voilà, comment on peut, j'allais dire, mieux comprendre l'influence des hormones sur notre corps et surtout sur notre, j'allais dire, psychologiquement, quoi, sur notre humeur, et du coup, comment mieux appréhender et s'adapter à chaque phase de notre cycle. Là, il y a plein de pistes dans ce que tu dis. Tu as parlé donc de l'importance du cycle par rapport à notre humeur. Alors là, les choses qui vont être intéressantes à c'est les oestrogènes et la progestérone. Chaque hormone, en fait, a vraiment son mot à dire et va un peu pas nous modifier puisque nous restons les mêmes, mais permettre certaines qualités de s'épanouir ou de s'éteindre un petit peu. Les oestrogènes, en fait, donc on a vu que c'était celles qui participaient à l'élaboration de l'ovulation, donc de notre période féconde. Et donc en fait, c'est très logique, hein, la nature est très bien faite et très logique, hein, et très économe en moyens. Et du coup, elle se dit que s'il y a un potentiel, il y a un petit ovule qui va être éjecté,
il serait utile que la femme trouve un potentiel père. Quand même, ça paraît caricatural ce que je vais te dire, mais en fait, c'est vraiment ancré en nous. La vie est ancrée en nous. Et donc, toute cette période préovulatoire, période féconde, la femme va être extérieure. Elle va être effectivement plus créative, elle va être plus séductrice dans le bon sens du terme. Quand tu prends l'étymologie latine, séductrice, ça vient du mot seducere. Donc elle conduit, si elle le fait d'une belle manière et dans un beau sens, ça peut être tout à fait positif, hein. Il faut enlever le côté négatif et très égoïste que peut prendre ce mot-là, hein. Si on s'en réfère vraiment juste à l'étymologie, ça a tout son sens. En fait, la femme va chercher voilà, quelqu'un qui pourrait rendre utile ce cycle-là. Et donc, elle va conduire elle va être plus lumineuse, etc. Ça se voit même dans la peau. Tu vois, les femmes ont souvent une plus belle peau. On dit que l'aspect glowy, alors je parle très mal anglais, mais de la peau est dû aux oestrogènes, par exemple. Tu vois. Donc ça peut être intéressant de comprendre tout ça. De comprendre qu'aussi, bah, effectivement, on va être plus séduisante, plus attirante à ce moment-là, à nous d'en faire quelque chose de beau, hein, notamment bah, voilà, quand on sait, selon nos états de vie hein, aussi. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant au niveau préovulatoire, période féconde. Par exemple, pour toutes les femmes qui sont dans une relation amoureuse, il faut comprendre que à ce moment-là, notre cerveau va être moins à même de vivre profondément la chasteté, hein. Et donc, c'est vraiment à l'homme qu'on aime qui va être vraiment un roc à ce moment-là. Alors qu'une fois qu'on passe en post-ovulatoire avec la progestérone, c'est complètement différent. Le corps sait très bien que la période féconde est terminée, plus de possibilité de concevoir un enfant. Et donc la femme va se mettre un peu en mode replié sur elle-même. C'est toujours caricatural, mais c'est pour que vous ayez les grandes lignes. Euh, c'est amusant d'ailleurs parce que la progestérone, elle va faire augmenter la température du corps pour qu'en fait notre organisme se mette un peu en mode couveuse et puisse accueillir le potentiel embryon. Mais c'est pas tout. La progestérone, elle va permettre de nous apaiser aussi. Elle va nous permettre de prendre du temps, de se poser face à nous-mêmes, de voir vraiment ce vers quoi on est appelé. Et donc, toutes les choses qu'on a pu lancer, parce qu'on avait bien la pêche en préovulatoire, on va pouvoir les finir, mais d'une belle façon. Voir tout a un sens. Et puis, les règles qui vont arriver ensuite sont souvent comme un petit reset, comme une petite une pause dans notre cycle qui nous permet de tout lâcher, de tout vraiment de s'abandonner pour repartir ensuite sur un beau cycle, etc. Et donc, ce que tu disais, hein, il y a des femmes qui vont être très très productives, imaginatives en première partie de cycle et en deuxième partie de cycle. Parfois, il y en a même effectivement qui vont avoir un peu un moral dans les chaussettes. Alors attention de bien comprendre qu'il y a une partie physiologique et une partie aussi qui va être moins normale et ça peut être à des dérèglements hormonaux, hein. Notamment, on va parler de syndrome prémenstruel qui peut être tout à fait, on va dire, psychologique, mental, hein, où la femme va se sentir moins bien. Il peut y avoir des douleurs et donc là, ça va être le côté plus physiologique. Mais ça peut être tout simplement le symptôme d'un petit dérèglement hormonal. Et donc, euh, des trop grands yo-yo dans le cycle, alors, soit pour des personnalités plus artistes, etc., ça peut être tout à fait normal et physiologique pour elles. Mais pour des femmes qui auraient trop de mal à vivre ce post-ovulatoire, etc., il peut être intéressant d'aller creuser un petit peu et de comprendre pourquoi c'est si difficile et si compliqué. Mais en tout cas, voilà, le fait de connaître son cycle donne de très belles pistes pour vivre au mieux son voilà. Comprendre pourquoi on va réagir de cette manière-là à tel moment du cycle. Prendre du recul, par exemple, sur le fait de se dire, bah, là, ce que la personne m'a dit, c'est très compliqué pour moi de le digérer. Et de se dire, bah, tu vois, là, je suis en post-ovulatoire, donc c'est normal. J'ai besoin d'un temps plus long de réflexion. J'ai besoin de me poser plus. Et donc, dédramatiser aussi certaines de nos réactions en se disant bah, qu'il y a pas ou qui aidait à l'inverse. Voilà. Et donc ça, c'est des belles clés de lecture de nos propres réactions, de notre façon de voir la vie aussi, qu'on peut tout à fait utiliser en se référant. Eh ben merci beaucoup parce que c'est vraiment passionnant d'entendre et de réentendre toutes
ces choses et peut-être pour avoir plus de, comment dire, plus d'indulgence envers nous-mêmes. Et voilà, on a aussi un corps qui fluctue en fonction de notre cycle et c'est important d'en avoir conscience et de nous laisser le temps aussi, surtout en deuxième partie de cycle. Alors, pour revenir un petit peu au fait de s'observer, de connaître son corps, etc. Beaucoup de personnes, donc beaucoup de femmes observent leur cycle pour utiliser les méthodes Billings, éventuellement pour espacer des naissances si besoin dans les conditions qui ont été bien expliquées par l'Église et qui sont dans un cadre assez strict, hein, ça n'est pas comme une contraception, lambda. Et quel est l'intérêt, si on est célibataire, finalement de s'observer. Alors, bon, je pense que déjà, personnellement, c'est une bonne pour mieux se connaître et puis aussi une bonne méthode pour, voilà, si on sait qu'on va se marier un jour, autant déjà s'observer quand on est célibataire, comme ça c'est plus facile. Mais voilà, est-ce que tu peux peut-être un petit peu plus développer sur ce point? Eh bien, il y a de nombreux avantages. Donc, il y a tous ceux qu'on a déjà dit, tu vois, le fait de comprendre un peu mieux son corps, de lui pardonner certaines réactions et de se prendre avec un peu plus de douceur aussi. Et ça, c'est quand même très important dans notre monde où on voudrait voilà, que tout aille exactement comme on voudrait que ça aille. Et en fait, non. On est une âme et une volonté aussi et un corps. Et donc, il faut aussi prendre vraiment ce corps comme un ami. Et c'est sur ça que je voudrais m'arrêter, tu vois. Vraiment, en fait, comprendre que notre corps est notre meilleur ami. C'est celui qui ne nous lâchera pas. Et il faut lui faire confiance. L'écouter. Se mettre en fait à son écoute. Parce que lui est très en vérité. Et il nous dira ce qui ne va pas, ce qui ne va. On peut, là, par exemple, pour les jeunes filles étudiantes, il y en a beaucoup que moi je vois et qui me disent, oh là là, c'est catastrophique, justement, mes post-ovulatoires, je les vis de moins en moins bien, j'ai des grosses douleurs au niveau de mes règles, etc. C'est compliqué pour moi de vivre ce cycle-là. Et en fait, en creusant, etc., on se rend compte qu'il y a pas des états de vie, mais des façons de vivre au quotidien qui sont parfois pas forcément ajustées, des filles qui vont se coucher très tard tous les soirs, qui vont manger n'importe quoi, etc. Et en fait, le fait de connaître, de comprendre ce que notre corps veut nous dire, en fait, nous mène à une certaine exigence de qualité de vie avec nous-mêmes, qui a finalement vraiment du bon, parce que ça nous permet eh ben de se serrer les coudes avec son propre corps, si tu veux que je dise. C'est un peu étonnant de dire ça comme ça, mais c'est vraiment, je fais le mieux pour lui, et lui me dira si tout va bien. Voilà. Et ça permet aussi de rentrer un peu en intériorité. Parce qu'on voudrait que tout aille toujours comme on veut et que on marche souvent beaucoup à la volonté. En fait, la vie n'est pas que ça. Et donc, notamment pour toutes les jeunes filles qui sont célibataires, etc., vraiment battantes, qui font énormément de choses et c'est tout à leur honneur, ce cycle et l'observation de ce cycle-là permet en fait de rentrer un peu en elle-même et de prendre le temps de se reconnecter à sa féminité, c'est exactement ce que tu disais, hein, de se dire, bah voilà, qu'est-ce que je veux vraiment et à quoi suis-je appelée à ce moment-là de mon cycle. Et ça, c'est des questions qui sont très intéressantes. Et pour celles voilà, qui se marieront ensuite, c'est quelque chose d'essentiel, notamment dans le mariage. Et celles qui choisiront la vie consacrée, c'est essentiel aussi, parce que, eh ben, en fait, nous ne sommes pas que pur esprit, et le corps a un vrai rôle au quotidien, dans la vie religieuse, et on l'a bien vu avec notamment toutes les règles qui sont données pour la vie religieuse. Et pour une mère de famille aussi, savoir écouter son corps. Voilà, qu'est-ce que mon corps me dit? Est-ce que je ne lui laisse pas assez de temps? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je m'en demande trop aussi? Voilà, et c'est une certaine humilité aussi, hein, de se dire, eh ben, là, mon corps me dit que ça ne va pas, qu'il aurait besoin de... Je voudrais que ça aille, mais en fait non, c'est pas la vérité. Je ne suis pas en vérité avec mon corps. Donc tu vois, tous ces avantages-là sont quand même non négligeables. Et puis après, tout simplement, pour la jeune fille fiancée, bah, fiancée, pardon, non, 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 pas la jeune fille au quotidien qui n'est justement pas fiancée, et ben c'est un bon ami du quotidien. Voilà, savoir comment ça va dans sa vie. Pour la jeune fille fiancée ensuite, et ben c'est le meilleur ami, le meilleur appui pour vivre au mieux la chasteté dans les fiançailles.
vraiment comprendre pourquoi à certains moments la chasteté est plus compliquée. Moi, je sais que j'avais reçu une jeune fille qui me disait, bah, tu vois, Marie-Liesse, à ce moment-là, ça a été très dur pour nous la chasteté. Et à ce moment-là, là aussi. Et je lui disais, mais est-ce que tu vois, en fait, en lisant ton cycle, que à chaque fois que la chasteté a été plus dure pour vous, c'est que tu étais en pleine période féconde. Et en fait, le fait d'avoir compris ça pour cette jeune fille, elle s'est dit, en fait, ce n'est pas une fatalité. La chasteté, eh ben, suffit de ne pas se mettre dans certaines situations et la chasteté sera plus facile à vivre parce que j'ai compris qu'en fait, mon corps est plus attiré par ça et donc c'est à mon cerveau de reprendre le dessus. Donc ça permet vraiment et d'un côté de ne pas être qu'un esprit qui n'écoute pas son corps et de l'autre côté de n'être pas qu'un corps qui subit un peu ses impulsions, on va dire, et que l'esprit reprenne un peu le dessus. Donc c'est un bon combo à travailler dès le plus jeune âge aussi, hein. Et puis un dernier avantage, c'est on se rend compte que c'est une belle mécanique. Et l'émerveillement du corps est source de beaucoup de bonheur. Parce qu'en fait, on se rend compte déjà que, pour celles qui sont catholiques, que le Seigneur a mis quelque chose de merveilleux entre nos mains, et donc à nous d'en prendre soin, à nous de le comprendre, etc. Et c'est quand même émerveillant de voir aussi que le cycle de la femme est complètement toute la vie. Ça donne beaucoup de sens. Ça donne beaucoup de sens au quotidien. Que ce soit dans une maternité maternelle, que ce soit dans une maternité spirituelle, que ce soit quand on n'a pas encore cette vision de la maternité, comprendre qu'en fait, nous sommes appelés à la vie. Voilà. Écoute, c'est tellement beau tout ce que tu as envie de dire. J'ai presque envie juste de me taire et de laisser, nos auditrices réfléchir et méditer sur tout ça. Écoute, c'était très complet, très... Wow, moi pourtant je connais ces choses, hein. J'ai déjà beaucoup pensé au cycle, j'ai déjà écrit des articles dessus, donc tu prêches vraiment une convertie, mais c'est beau d'entendre tout ça et de se rappeler tout ça. Et je voudrais juste rebondir sur une chose que tu avais dit un petit peu auparavant par rapport à la façon dont on va traiter notre corps. Notamment, voilà, quand on est fatigué, prendre le temps de se reposer, ne pas donner n'importe quoi à manger à son corps, par exemple. Bien se nourrir, dormir suffisamment. Bon, je sais qu'il y a des mamans pour lesquelles ça n'est pas facile, mais prenons vraiment soin de ce beau corps qui nous a été donné et traitons-le bien pour qu'il nous traite bien en retour. En tout cas, c'était vraiment passionnant de parler de tout ça avec toi, Marie-Liesse. Merci infiniment pour ces belles paroles qui nous donnent envie de mieux nous connaître, d'être peut-être plus indulgente envers notre corps et en même temps de nous émerveiller peut-être plus de ce que nous avons. Le cycle, ça n'est pas toujours facile à vivre. Parfois, ça fait mal. Parfois, on ne maîtrise pas trop ses émotions. Donc, ça peut nous paraître plus gênant qu'autre chose. Et en fait, c'est vraiment beau. Puis, comme tu dis, on a un corps qui est tourné vers la vie. Donc, c'est magnifique d'en avoir conscience, même si on ne devient jamais mère. Mais voilà, quelle que soit la façon dont on le deviendra, en tout cas, on vivra une certaine maternité. Donc c'est très beau. Merci beaucoup Marie-Liesse pour cet entretien. Merci Thérèse. Et je mettrai tes informations en barre d'infos pour ceux qui veulent te contacter. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas aussi à aller voir sur le blog et dans la bibliographie également. Il y a des livres qui ont été publiés à ce sujet qui sont très bien, notamment Trésor de femmes. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la bibliographie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.